Chers amis, soyez les bienvenus dans le drama de l'été. Installez-vous confortablement, nous allons commencer par quelques éléments de contexte. Il y a quelques jours, j'ai publié sur ma chaîne secondaire une vidéo prise à l'arrache avec mon téléphone où je réaffirmais l'importance d'un art qui aspire à la beauté. J'ai fait cette vidéo en réaction à la réception au Festival de Cannes de la Palme d'Or par le film Titane. C'est une position sur l'art que je vais défendre, mais dans cette vidéo, j'avais vraiment fait le minimum. Et d'ailleurs, certains d'entre vous se sont étonnés. Mais qu'est-ce que c'est que ce format négligé? Pourquoi est-ce que tu te mets à avoir des avis tranchés? Vous avez failli tout faire rater, parce que cette vidéo était une incantation pour faire apparaître la fée Carabosse de YouTube. Abracadabra. Vous avez aimé ce petit tour de magie? De qui s'agit-il? Il s'agit d'un youtubeur au pseudo si grotesque qu'à partir de maintenant nous l'appellerons Cher Ami. Cher Ami est donc un youtubeur qui transpire toutes les fois que quelqu'un emploie les mots morale, grandeur d'âme, beauté. Et si vous osez appliquer ces termes à une œuvre cinématographique, il débarque en plein milieu de la conversation pour établir la vérité. Il a des émissaires qui sillonnent YouTube et toutes les fois que quelqu'un dit quelque chose qui sort de sa ligne, il siffle notre cher ami qui s'empresse de leur produire une vidéo. À sa décharge, c'est quelqu'un de savant et d'intéressant à écouter, mais qui gâche tout parce qu'il ne peut pas s'empêcher de bousiller l'ambiance en insultant tout le monde. Mademoiselle, je te paye une bière, vas-y mademoiselle. Il m'a personnellement insulté à plusieurs reprises sur Twitter et s'est montré très désobligeant avec toute une série de créateurs qui font seulement ce qu'ils aiment dans leur coin. Et je n'aime pas beaucoup les petits caïds de cours de récré, c'est une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. Mais surtout, si je fais cette vidéo, c'est parce que sur le thème de la beauté, il a des choses intéressantes à dire et qu'après la controverse que nous avons lancée sur la liberté, nous attaquerons le sujet de la beauté. Et je voulais donc le convoquer pour qu'il nous propose une vidéo qui sera une belle base de réflexion. Donc je précise que tous les commentaires intéressants et intelligents que vous avez publiés sous ma modeste vidéo, eh bien, c'est toujours ça de prix pour la séquence pédagogique qui s'ouvre maintenant. Vous irez donc voir cette vidéo en préparation de cette séquence. Le problème, c'est que toutes les fois qu'il parle de ma conception de l'art, il est franchement à côté. Et ça, on peut pas vraiment lui en vouloir parce que je ne lui avais donné qu'un tout petit os à ronger. On va donc remettre de l'ordre là-dedans. Je vous montrerai que ma conception du rapport entre l'art et la beauté n'est pas si absurde que ça. Et j'irai même un pas plus loin. Je vous montrerai que notre cher ami ferait bien de s'en inspirer. Avant d'en venir au cœur du sujet, je voudrais commencer par quelque chose qui m'a surpris, parce que tu as commencé par m'attaquer sur quelque chose que j'ai trouvé très superficiel. Je me filmerais devant ma bibliothèque pour faire le malin, mais t'as lu ça dans Femme Actuelle, que c'était chic de se filmer devant une bibliothèque? Parce que non, là on est dans mon bureau, on est dans l'espace où je suis bien pour lire, pour écrire, pour me filmer, et puis quand il fait beau dehors, j'ai aucun problème à me filmer dehors. Mais bon, j'imagine que comme tu fais dans le genre du clash, t'as besoin de ce genre de petit pic. Plus sérieusement, tu commences à argumenter avec moi à partir de la séquence où j'essaie de réfuter l'argument selon lequel puisque le monde est laid, l'art devrait représenter la laideur. Et si c'est important pour moi de réfuter cette affirmation selon laquelle le monde est laid, c'est parce qu'un de mes combats est de lutter contre la morosité ambiante. Tu as le choix de regarder vers ce qui est laid, tu as le choix de regarder vers ce qui est beau, mais je pense que l'on gagne à essayer de fréquenter le plus souvent possible ce qui est beau. La nature est un moyen de le faire, l'art en est un autre, surtout s'il est pratiqué dans l'optique que nous donne Alfred de Vigny, c'est-à-dire un art qui vise à nous montrer quelque chose de plus noble, de plus grand, de plus beau que nous. Et là, oui, l'art peut nous apporter un peu de réconfort quand nous sommes enfermés dans une prison de laideur. Et je considère qu'un film comme Titane, où on suit une femme dont le corps se déchiquette au fur et à mesure, ajoute un barreau à cette prison. Cela ne veut pas dire que ces films n'ont pas le droit d'exister, je trouve ça seulement intéressant de constater ce que nos artistes décident de créer et ce que la critique décide de célébrer. Parce que Titane est précisément le genre de film qui est célébré par la critique et boudé par le public. Et c'est là qu'on arrive selon moi au cœur du problème. Alors je sais que tu voulais jouer avec moi, mais si Titane c'est pas de l'art, alors que dire de Cronenberg, etc. C'est très bien ça, c'est très intéressant de faire ça, mais c'est une activité que je laisse aux critiques. Et mon approche de l'art et de la beauté est celle d'un professeur. De quelle définition de l'art et du beau avons-nous besoin pour que notre génération fasse au moins aussi bien que la précédente? C'est ça qui m'intéresse. Et j'ouvre une parenthèse, parce qu'à un moment dans ta vidéo, tu confonds réfléchir et intellectualiser. Ça ne m'étonne pas. Mais pour que les choses soient claires, tu intellectualises quand tu te demandes des choses du genre « Une définition du beau est-elle possible ?» D'ailleurs, qu'est-ce qu'une définition? Qu'est-ce qu'une possibilité? Qu'est-ce que Tu réfléchis, au contraire, quand tu te demandes quel est l'impact de ma conception du beau sur ce que je suis, sur ce que je fais et sur ce que je crée. Quand tu intellectualises, tu t'éloignes du monde, quand tu réfléchis, tu te prépares à l'action. Et ce qui m'intéresse sur cette chaîne, c'est que les gens qui me suivent soient motivés à agir, à créer, à se dépasser. Et c'est au regard de cet objectif que j'ai défini ma conception du beau. Cette conception du beau, quelle est-elle? Eh bien, pour la partager avec vous, nous allons faire une expérience. Je vais vous faire écouter un pianiste. Il va nous jouer deux versions d'une œuvre de musique contemporaine, l'une où il va respecter scrupuleusement la partition, et l'autre qui sera bourrée de fautes.
Deuxième version. Est-ce que vous avez été capable de distinguer la bonne de la mauvaise version? A priori non, même les experts qui se prêtent au jeu n'y arrivent pas. Vous allez maintenant écouter deux versions d'une œuvre de Beethoven. Deuxième version. Est-ce que vous avez été capable de distinguer la bonne de la mauvaise version? A priori, oui. Et de cette expérience, je vous propose de tirer deux conclusions. La première, c'est que oui, bien sûr, on peut se convaincre qu'on aime la musique atonale. On peut trouver qu'une œuvre conçue pour bouleverser les codes est belle. Le problème, c'est que cette œuvre ne va pas vous pousser à vous dépasser. Pourquoi? Parce que s'il s'agit de faire une œuvre qui consiste en une partition de fausses notes, eh bien vous n'avez pas besoin de vous préparer pour le faire. Et par ailleurs, personne ne pourra vous dire si vous avez bien ou mal fait. Et lorsque l'art cherche absolument à briser les codes et les genres, ce qui est le cas de l'art postmoderne, on risque de se retrouver avec un art qui ne progresse plus, avec un art où chacun peut dire j'aime ou j'aime pas, sans critères pour pouvoir hiérarchiser. Le beau est un de ces critères, et je définirais comme belle une œuvre qui nous plonge dans une humble admiration, une œuvre qui nous fait prendre conscience de l'écart entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions devenir si nous faisions l'effort de nous cultiver. C'est pour ça que nous avons tout intérêt à nous confronter aux œuvres qui ont été considérées comme belles à travers les époques. J'en profite pour mettre du plomb dans l'aile de cette idée que si aujourd'hui le public boude une grande partie de l'art contemporain et la musique atonale, peut-être qu'on criera quand même au génie dans 100 ans. Mais à l'époque du baroque, les gens aimaient la musique baroque. À l'époque du romantisme, les gens aimaient la musique romantique. Alors qu'aujourd'hui, il faut imposer la musique atonale dans les concours pour que les musiciens acceptent d'en jouer. Nous nous retrouvons donc dans une époque étrange où nous n'avons pas encore été capables de créer un art qui parle au plus grand nombre. Nous n'avons pas encore quelque chose à mettre sur la table qui soit de la trempe du baroque, du classicisme, du romantisme ou du réalisme. Mais c'est super, c'est un magnifique défi à relever, mais ça va supposer d'arrêter de traiter la beauté avec cette sorte d'ironie désabusée. Donc je reconnais volontiers avec notre cher ami qu'il y a différentes formes de beauté, je reconnais également que notre sens esthétique peut se cultiver et évoluer, mais nous sommes également équipés d'un sens inné de la beauté, et ce n'est pas ridicule de considérer qu'il y a de la beauté là où regarde la majorité des gens. Et lorsque l'écart se creuse entre le goût de la critique et des artistes et le goût du peuple, c'est que l'art file un mauvais coton. Car je pense également que si notre sens esthétique peut se cultiver, il peut aussi s'émousser. Et c'est là qu'on va parler plus en détail de ton cas, mon cher ami. Tu as opté pour une esthétique postmoderne dans l'œuvre que tu construis sur YouTube. C'est-à-dire que tu mêles un niveau intellectuel sophistiqué avec des pratiques de caniveau. Tu m'as insulté à 2 reprises sur Twitter en préparation de cette vidéo, tu m'as traité d'idiot du village dans ton discours, tu te situes donc à la croisée des genres, entre quelque chose de sublime, parce qu'on peut prendre un vrai plaisir intellectuel à t'écouter, et la laideur quand tu te comportes comme une petite racaille. Enfin, regarde comment tu as appelé ta vidéo, regarde comment j'ai appelé la mienne, je l'ai pas appelée « je clash la vieille bique ». À vrai dire, je me fais du souci pour toi. Tu sais, quand les gens refusent de répondre à tes clashs, c'est pas parce que tu les impressionnes, c'est parce que c'est pas agréable de parler avec toi. On a déjà tellement peu de temps à accorder aux gens qu'on aime qu'on va pas perdre notre temps avec un rustre. T'es calé en cinéma, c'est très bien, mais tu sais, il y a des gens qui sont calés sur d'autres choses. Ça pourrait être intéressant d'échanger avec toi, mais ton manque de savoir-vivre fait que tu risques de te retrouver bien seul. D'autant plus que, et là, j'attire ton attention sur un sérieux problème, j'ai peur que tu te fasses happer par la pire partie de ton audience. Non mais regarde les réactions que tu as déclenchées quand tu as dit sur Twitter que tu allais me clasher. Du sang, du sang. C'est ironique ça? C'est à prendre au second degré? Moi je pense plutôt qu'on touche au cœur de la relation entre l'éthique et l'esthétique. À force de relativiser, à force d'intellectualiser sur la morale et sur le beau, tu en es venu à ne plus savoir comment respecter les autres, mais pire, tu n'es même plus capable de te respecter toi-même. Regarde, il suffit de te siffler pour que tu fasses une vidéo. Et puis quand tu commences à clasher quelqu'un, le créateur reçoit une nuée de tes petits sbires qui viennent répéter tes expressions préférées. Ça sent le faquin. Bravo! Tu as créé une police de la pensée et une milice pour la faire appliquer. Et ça, c'est la preuve que quand on intellectualise trop la morale et la beauté, ça produit des horreurs. Voilà donc ce que j'avais à dire à notre cher ami. Nous allons maintenant reprendre le fil de notre programme de l'été. Nos lectures, bien sûr, et très prochainement, une controverse sur le thème de la beauté, où notre cher ami pourra d'ailleurs participer s'il sait se tenir. Je vous souhaite un très bel été. Prenez soin de vous, prenez le temps de lire, de penser et d'écrire. À très vite.